À la une de l'actualité, plus de 250 kg de foie de bovin impropre à la consommation ont été saisis par la brigade forestière de la région des Cascades. Cette viande de qualité douteuse provenait de la Côte d'Ivoire en destination de Ouagadougou. Et puis, les ministres en charge de l'agriculture et de la fonction publique donnent le top départ de la campagne agricole sèche. Pour cette année, ce sont plus de 150 000 tonnes de production qui sont attendues, de quoi assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Voilà décliner les titres de l'actualité de la mi-journée sur BF1. Merci d'être des nôtres. L'heure de la campagne agricole de saison sèche a sonné au Burkina Faso. La campagne agricole sèche, c'est cette opération du gouvernement qui vise la dynamisation de l'agriculture irriguée en vue d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population. Pour cette campagne 2022, ce sont au total 10 milliards de francs CFA qui sont mobilisés et plus de 150 000 tonnes de production attendues. Amadou Diko nous en dit plus. On a des terres cultivables. On a de l'eau. Comment on peut ne pas vouloir faire quelque chose pour eux? Face aux acteurs politiques, eux de la société civile, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, exprimait en ces termes son incompréhension vis-à-vis du manque de solidarité des Burkinabés à l'endroit de leurs frères et sœurs vivant dans les zones d'insécurité. Le Burkina Faso a certes perdu une importante partie de son territoire, mais pour le capitaine Traoré, le pays devrait compter sur son agriculture pour répondre à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle qui menace des milliers de personnes. Une ambition qui se matérialise ce jeudi 24 novembre 2022. Bassolma Bazié, ministre en charge de la fonction publique, procède ici au lancement d'une vaste campagne agricole de saison sèche qui vise entre autres à accroître la productivité des périmètres irrigués et contribuer à la réinsertion socio-économique des personnes déplacées internes. Un plan d'urgence de plus de 10 milliards de francs CFA, à l'issue duquel sont attendues plus de 65 000 tonnes de céréales et 109 000 tonnes de produits maraîchers. À travers cette opération, il est recherché la dynamisation de l'agriculture irriguée en vue de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population. Il est attendu à terme l'accroissement d'au moins 50% de la productivité des périmètres irrigués, la production de 65 280 tonnes de céréales, maïs et riz, la production de 109 948 tonnes de produits maraîchers, tomates, oignons et pommes de terre. Pour la mise en œuvre efficace de ce projet qui touche le centre-ouest, le nord et le plateau central, le gouvernement compte mettre à la disposition des producteurs des intrants et équipements agricoles à prix subventionné, avec à la clé un appui conseil. Conscient de cette urgence, de la nécessité d'assurer la disponibilité de l'eau, il y a les fermes modèles qui sont prévus et nous voulons aussi faire des forages. Nous allons certainement revoir la façon de faire pour aller à une profondeur plus importante. Parce qu'aujourd'hui, dans certaines régions du Burkina Faso, à moins de 100 mètres de profondeur, on a environ entre 7 et 10 mètres cubes heure. Mais si nous allons plus loin, à des profondeurs comprises entre 200 et 300 mètres, nous pouvons espérer avoir des débits variant entre 60 et 80 mètres cubes. Le top de départ de cette campagne agricole est couplé à celle de la vaccination contre les maladies animales, comme la peste des petits ruminants et la maladie de Newcastle. Une opération qui devrait toucher environ 32 millions de volailles, 6 500 000 bovins et 14 millions de petits ruminants. La période des fêtes de fin d'année approche à grands pas. La vigilance doit donc être de mise dans vos consommations de produits importés surtout. C'est le conseil donné par la brigade forestière de la région des Cascades. Cette unité a saisi à Banfoura plus de 200 kg de foie de bovin impropre à la consommation. Cette viande de qualité douteuse qui provenait de la Côte d'Ivoire, tenez-vous, était dissimulée dans le coffre d'une compagnie de transport en commun. Fort heureusement, son écoulement sur le marché a vite été stoppé, sauvant ainsi des vies. Cédric Wilfried Mabiou.
200 kg de foie de bovin détruits par les soins des services vétérinaires de la région des Cascades. Cette viande impropre à la consommation a été saisie aux environs de 1h du matin ce jeudi en provenance de la Côte d'Ivoire par les éléments de la brigade forestière de la dite région. Lequel produit était dissimulé dans le coffre d'une compagnie de transport en commun. C'est un produit d'origine animale. Quand ça se déplace, il faut au moins un certificat de salubrité. Et comme c'est un produit d'importation, là, il faut aussi avoir une autorisation d'importation. Il faut aussi un certificat d'origine. Quand on a vérifié, on a vu qu'ils n'ont aucun document. Un produit qui n'est pas accompagné de document, rien ne prouve que c'est du poisson et c'est un bon produit, quoi. Cette vigilance des hommes du commandant Yannick Zoma, chef de la brigade forestière, est très salutaire pour les services vétérinaires, car en cette période d'approche des fêtes, plusieurs produits alimentaires impropres à la consommation envahissent les marchés. C'est en période de fête, il y a beaucoup d'importations que les gens font, et de façon clandestine. Voilà, donc ces produits qui viennent, par exemple, quand je prends ce foie, par exemple, qui est venu de la Côte d'Ivoire, eux aussi ils disent que non, ça a été importé pour venir en Côte d'Ivoire. On ne sait pas de quel pays. On ne sait pas c'est quelle qualité. C'est-à-dire, en réalité, le foie là, c'est à quelle qualité en réalité. On imagine un exemple, par exemple, il se peut que c'est des bovins qui ont été intoxiqués quelque part. Ils ont pris à les jeter, les gens sont allés soutirer le foie et puis faire rentrer. Bon, comme ça, tout en sachant que le foie est un organe qui accumule beaucoup de toxines. Bon, on prend, on vient et on donne à la population à manger. Bon, vous voyez ce que ça peut engendrer. Vous voyez la quantité du foie. On imagine le nombre de personnes qui pourraient consommer ça. Et si réellement ça doit poser des dégâts, imaginez le nombre de personnes qui peuvent être touchées. Les services vétérinaires invitent les populations à la collaboration afin de lutter efficacement contre la consommation des produits animaux et halieutiques non conformes. Le foie de bonne qualité surtout a une bonne teneur en fer. En consommer régulièrement, c'est donc bon pour la santé. Car vous le savez peut-être, le fer est un nutriment essentiel au fonctionnement de l'organisme. Sa carence expose à l'anémie. Et selon les spécialistes, 53% des femmes en âge de procréer souffrent de cette pathologie. Et l'autre constat, c'est que beaucoup ignorent l'origine du mal. Alors, face à la situation, Nestlé Burkina mise sur la sensibilisation et c'est à travers un forum sur la nutrition. Arsène Konditomdi. Le fer est un micronutriment qui joue un rôle prépondérant dans l'organisme. Il participe à plusieurs processus physiologiques vitaux, comme la régulation de la croissance des cellules et contribue au transport de l'oxygène vers toutes les cellules. Sa carence dans l'organisme peut avoir des conséquences fâcheuses. Cette carence est la principale cause de l'anémie chez les enfants et les femmes en âge de procréer. Un élément qui rentre dans la fabrication des globules rouges, et les globules rouges sont des éléments qui assurent le transport de l'oxygène pour notre organisme. Alors donc sans globules rouges, donc quand nous respirons, l'oxygène que nous respirons n'est pas acheminé là où il faut et ça pose donc une maladie qu'on va appeler donc l'anémie, qui est le manque donc de sang dans notre organisme. Et parfois donc ça conduit à des conséquences dramatiques, notamment le décès, et quand c'est assez grave. Le corps humain est incapable de fabriquer du fer. C'est donc dans l'alimentation qu'il faut trouver ces oligo-éléments nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Donc dans notre contexte, on a ce que nous mangeons quotidiennement, mais ça ne suffit pas. Il faudra donc qu'on accompagne ça de légumes. Donc les légumes que nous trouvons sur nos marchés, les épinards, donc les choux, tout ce qu'on a sur le marché, les persils et autres. Mais également, donc, il faut qu'on accompagne ça également donc, parfois d'aliments d'origine animale, notamment donc, le poisson, de la viande, et sans forcément donc, en abuser. En regroupant ses participants à ce forum, Nestlé Burkina, en tant qu'entreprise citoyenne, veut contribuer à la sensibilisation pour une alimentation de qualité. L'entreprise espère surtout aider 50 millions d'enfants à mener une vie plus saine d'ici 2030. C'est dans le cadre de notre engagement en tant qu'entreprise citoyenne pour l'éducation nutritionnelle au Burkina Faso. L'objectif est atteint avec la participation massive
ce soir, ça démontre l'intérêt que nos partenaires ont par rapport à ce forum, surtout à la thématique discutée au cours de ce forum, qui est l'éducation nutritionnelle. Ce forum sur la nutrition est à sa 4e édition. Il se tient régulièrement tous les ans depuis 2019. Eux aussi renforcent leurs connaissances sur l'industrie extractive et la production minière du Burkina Faso. Les étudiants du centre universitaire de Zignaré ont échangé avec les représentants du secrétariat permanent de l'ITIE sur l'apport de la norme ITIE à l'économie nationale, son importance sur les populations riveraines et l'impact de l'insécurité sur le secteur minier. Le secteur minier qui a enregistré en 2020 une production de 66 000 tonnes d'or en 2020. Océane Dabonné et Maxime Ilboudo nous font l'économie de cette conférence publique sur la norme ITIE. 66 tonnes d'or produites par les industries extractives au Burkina Faso en 2020, selon le dernier rapport de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives au Burkina Faso. Ces chiffres sont exposés devant les étudiants du centre universitaire de Zignaré au cours d'une conférence publique. L'objectif est de permettre à ces étudiants de s'informer sur le domaine de l'industrie extractive et la production minière du pays. Le secrétariat permanent, sur l'initiative du comité de pilotage, organise des rencontres publiques pour échanger sur les activités menées au cours d'une année donnée dans le secteur extractif. Donner les chiffres clés du rapport ITIE, ce que le secteur minier a rapporté à l'État burkinabé et aux citoyens burkinabés. Tout au long de cette rencontre, plusieurs thématiques en lien avec ce domaine sont abordées. Alors, pour cette conférence, nous avions d'abord pour déchiffrer, pour donner les éléments clés du rapport ITIE, son apport à l'économie nationale, son importance pour la communauté, les communautés riveraines. Et l'autre aspect, c'est l'insécurité de façon globale dans le pays, l'insécurité dans le secteur minier. Quel est son impact? Un acte salutaire pour les responsables de cet établissement. Pour eux, cette conférence vient à point nommé car elle permettra aux étudiants d'acquérir plus de connaissances dans le domaine de la production minière. Et cette conférence publique est vraiment la bienvenue parce qu'au centre universitaire de Zignaré, nous déroulons des filières qui ont un lien direct avec la thématique, les différentes thématiques qui seront abordées aujourd'hui. Voilà. Nous avons aussi des étudiants qui effectuent donc des stages avec des sociétés minières. Et donc je pense que cette conférence est vraiment importante à partir du moment où ça va davantage les apporter des informations dans leur cursus. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives au Burkina Faso s'est également penchée sur les sociétés minières fermées. À ce jour, elles sont au nombre de 4 et l'État s'active pour éviter d'autres fermetures, indique le secrétaire permanent de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives au Burkina Faso. Il faut vite opérationnaliser l'impôt foncier en vue d'accroître la mobilisation des ressources internes. C'est en tout cas l'ambition affichée par le gouvernement de transition. Situation sécuritaire oblige, l'aide publique au développement vers le Burkina Faso va décrescendo. La 11e conférence de la Direction générale des douanes va donc permettre de mener la réflexion afin de dégager des pistes de solutions pour faire du cadastre un outil de mobilisation des ressources fiscales au Burkina Faso. On en sait davantage avec Abdou Aziz Sarr. De plus de 1232 milliards de francs CFA en 2020, l'aide publique au développement au Burkina Faso a régressé à moins de 1205 milliards de francs CFA en 2021. Au regard de cette réduction qui pourrait continuer, le gouvernement veut opérationnaliser l'impôt foncier afin d'accroître la mobilisation des ressources internes. À cette 11e conférence annuelle de la Direction générale des impôts, il est demandé aux acteurs des finances et du foncier de réfléchir sur les techniques de mise en place d'un cadastre informatisé afin d'atteindre cet objectif. Oui, les cadastres représentent beaucoup.
Parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'impôts dont l'assiette est la terre, disons ça comme ça pour faire simple. Et si c'est la terre qui constitue donc l'assiette de l'impôt, il est évident que si on n'a pas une valeur réelle de la terre, on va avoir un impôt qui n'est pas vrai, qui ne correspond pas à la réalité. On a aujourd'hui la contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties. C'est basé sur la valeur de la terre. On a d'autres impôts, même des impôts payés par des entreprises, dont l'assiette est calculée sur la base donc, de la valeur du terrain ou de la valeur du bâtiment. Donc il est important que nous puissions avoir une valeur exacte de ces terrains et bâtiments, de sorte que quand on va calculer l'impôt, que ça puisse être fait sur une base réelle et donc d'avoir un impôt réel au profit du développement économique et social du Burkina Faso. À en croire la Direction générale des impôts, la modernisation du cadastre va en plus d'accroître les recettes fiscales, permettre une plus grande transparence dans la gestion foncière au Burkina Faso. À l'issue de ces travaux, nous devons avoir des instruments pour la sécurisation foncière d'abord. Voilà. Et nous avons par exemple plein de dossiers en justice aujourd'hui. On nous demande des situations, vous-même peut-être dans vos familles, vous avez 2 ou 3 personnes qui sont attributaires d'une même parcelle. Donc ça pose un problème de société et ça entraîne des conflits, et surtout aussi en zone rurale. La DGI souhaite, à travers ces réformes en cours de discussion, jouer sa partition pour la réussite de l'action gouvernementale. Cette question pour continuer, comment faire en sorte que tous les acteurs intervenant dans le processus de la dépense publique jouent parfaitement leur rôle. Le sujet était au centre du 30e forum des contrôleurs financiers burkinabés. À cette rencontre, on a surtout insisté sur la responsabilité du contrôleur financier et de l'ordonnateur. Archimède Boy. La quête de l'efficacité et de l'efficience dans la gestion des deniers publics au cœur de ce 30e forum des contrôleurs financiers du Burkina Faso, ce 24 novembre à Ouagadougou. Pour y parvenir, ces acteurs passent en revue leurs responsabilités sur le champ de la dépense publique. Le rôle du contrôleur financier, c'est essentiellement donner des avis techniques. Parce que l'État veut, quand il fait une dépense, que cette dépense soit exécutée conformément aux règles qui ont été édictées à cet effet. Donc le contrôleur est là, en tant que technicien, pour essayer d'accompagner les ordonnateurs à exécuter leurs opérations budgétaires conformément à la réglementation. Naturellement, il peut arriver que le contrôleur lui-même, dans ses actions, il puisse commettre des dérives. C'est normal. Et comme tout acteur, il engage sa responsabilité pour tous les actes qu'il pose. Et à ce niveau, il y a les responsabilités de droit civil, mais aussi celles pénales. Quand vous posez un acte répréhensible par le code pénal et même par la loi 039, vous savez que la loi 039 a prévu des infractions pénales. Il expose également sa responsabilité disciplinaire en tant qu'agent public, mais mieux encore, il engage sa responsabilité pécuniaire. Pécuniaire qui veut dire qu'il peut être amené à rembourser le montant intégral que l'administration a exposé du fait de ses erreurs. Voilà. Et là, comme c'est des responsabilités assez lourdes, c'est ciblé sur certaines actions. Au regard de l'interaction permanente entre le contrôleur financier et l'ordonnateur de la dépense publique, ces acteurs veulent donc harmoniser leurs vues et pratiques pour une meilleure gouvernance économique. Bientôt, un arrêté ministériel au sein du ministère en charge de la fonction publique. On parle ici du code de déontologie et d'éthique pour un service public efficace. Toute chose qui permettra d'améliorer l'offre de services dans l'administration publique. Le texte a été soumis aux experts et spécialistes de la question pour amendement et adoption. Justin Amontou. Pour lutter efficacement contre la corruption au sein des ministères au Burkina Faso, le gouvernement de la transition actuelle a prévu, dans son plan d'action, d'œuvrer à ce que tous les ministères disposent d'un code d'éthique et de déontologie. Au ministère en charge de la fonction publique, l'avant-projet déjà élaboré en septembre 2022 dernier fait ici objet d'un atelier. Cet atelier, c'est pour encore apporter des amendements, pour être sûr que le document sera un document de consensus. Le document en question trace les grandes lignes de comportement idéal d'un agent de la fonction publique pour mieux servir l'usager client. Pour certains agents qui se croient intouchables, la fermeté
sera de mise. En tant qu'agent public, on ne doit même pas penser qu'on est intouchable. Voilà, parce qu'actuellement, on est en train aussi de redynamiser les conseils de discipline. Alors, si vous êtes indélicat, quel que soit donc votre statut, vous serez en tout cas entendu par les conseils de discipline. L'agent de la fonction publique doit à tout moment cultiver la transparence, l'intégrité, la loyauté et le professionnalisme. Le code d'éthique et de déontologie aura pour but de veiller au respect de tous ces principes. Le clou vraiment du code d'éthique, c'est le chapitre sur les principes et le chapitre sur les valeurs. Donc ces deux chapitres-là énoncent les principes et les valeurs qui doivent guider l'agent du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale dans l'exercice de son travail quotidien. En termes de valeurs, l'esprit d'équipe, de sacrifice et de dialogue, en plus du respect de l'usager client, constituent désormais les valeurs à privilégier par l'agent de la fonction publique. Notre rubrique Allo Qatar, c'est maintenant. La 22e édition de la Coupe du Monde se déroule depuis le 20 novembre dernier au Qatar. 32 nations, dont 5 africaines, rivalisent de talent afin de soulever le 18 décembre prochain le prestigieux trophée. Dans notre entretien hier avec nos confrères de la Voix de l'Amérique, nous nous sommes intéressés à l'impact du sport de façon générale et du football en particulier sur l'économie des pays africains. Je vous propose d'entendre un bout de cet entretien. C'est avec Abdourahmane Dia. Abdourahmane Dia, bonsoir. Bonsoir Madina. Le sport contribue pour 2% au produit intérieur brut mondial et pour 0,5% au PIB africain. Au regard de ce pourcentage minime, on se pose alors la question de savoir si le sport peut véritablement promouvoir le développement économique des pays africains. C'est vrai que c'est une question que beaucoup se posent et même ce chiffre de 0,5%, il y a un économiste à qui j'ai parlé cette semaine ici à Dakar qui pense que c'est juste peut-être une estimation, mais qu'il est en fait très difficile de quantifier l'impact économique du sport dans les pays africains, parce que contrairement à l'Europe ou en Amérique du Nord, le secteur est dans beaucoup de pays assez balbutiement en ce qui concerne la professionnalisation et l'organisation. Donc il y a peut-être beaucoup de revenus qui échappent un peu disons, à la comptabilité, donc on ne sait pas vraiment l'impact, mais c'est sûr qu'avec une meilleure organisation et un peu cette tendance vers la professionnalisation, on aura une meilleure idée de l'impact réel. Ce qui est clair qu'au niveau individuel, par exemple, certains joueurs comme Sadio Mané ou Samuel Eto'o, on voit un peu leur rapport dans nos économies, même si c'est juste des individus, au moins dans les terroirs dans lesquels, si je prends l'exemple de Sadio, dans son terroir d'origine, en fait, les investissements sociaux qu'il est en train de faire là-bas ont un réel impact dans la zone, puisque ça force beaucoup de personnes à se déplacer, à aller dans son village, qui était vraiment un petit village. Aujourd'hui, tout le monde connaît Bambali, tout le monde connaît ce grand hôpital qu'il a mis en place là-bas et qui va donc générer des revenus dans d'autres secteurs. Donc, plus on tend vers la professionnalisation, peut-être plus l'impact sera beaucoup plus visible. La Coupe du Monde se joue en ce moment au Qatar, je le disais tantôt. 5 pays africains participent à cette fête mondiale du football. Quelles peuvent être les retombées économiques d'une telle compétition pour le continent africain? Alors les retombées, d'abord ça va être peut-être au niveau des fédérations. Chaque équipe qui participe aura un pactole en fonction du niveau auquel cette équipe a été éliminée. Donc c'est sûr qu'ils vont revenir avec quelques retombées, mais c'est assez minime par rapport aux investissements qui ont été faits par les États. Je pense que l'investissement, il est plus sur le long terme et en termes d'image également et de visibilité. C'est un peu un pays qui participe dans une compétition internationale, que ce soit la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques, même si c'est au niveau individuel. On a vu pour le Burkina, par exemple, Iron Bibi. C'est sûr que l'image qu'il projette de son pays, beaucoup de pays qui ne connaissaient pas le Burkina connaissent le Burkina à travers
un seul individu. Et c'est peut-être un peu l'impact du sport. C'est vraiment une manière de vendre le pays. Et donc l'espoir, c'est de pousser les gens à s'intéresser à ce pays et si la stabilité politique le permet, d'investir. C'est vraiment une sorte de marketing et de relations publiques que le sport fait. C'est un des aspects les plus importants à mon avis. Je vois des joueurs africains évoluer dans les grands championnats européens. On peut citer Edmond Tapsoba du Burkina, Dango Ouattara du Burkina également, Karl Toko Ekambi du Cameroun ou encore Sadio Mané du Sénégal et bien d'autres. Comment est-ce que ces stars africaines peuvent-elles faire profiter davantage au continent les retombées du sport en général et du football en particulier? Alors c'est très important. J'ai discuté avec l'un des auteurs d'un nouveau livre sur Sadio Mané, qui s'appelle Sadio Mané, le roi lion. En fait, on a constaté que cette dernière génération de sportifs est, excusez-moi du terme, un peu plus éveillée, en sachant que la carrière d'un footballeur ne dure pas toute une vie. Après 33 ans, 34 ans, peut-être on décroche, et que c'est des gens qui pensent à investir dans leur pays respectifs. C'est vrai qu'il y a eu des mésaventures et malheureusement les générations précédentes en ont un peu fait les frais, d'autres peut-être n'ont pas préparé leur retraite. Et ces investissements, et cela signifie en fait une chose, il faut qu'ils soient bien encadrés, il faut eux-mêmes qu'ils aient un minimum de formation en matière de gestion, mais également de voir un peu comment le monde des affaires fonctionne. Et une retraite, quelle qu'elle soit, elle se prépare. Donc on peut gagner beaucoup d'argent, des millions de dollars. Si on ne prépare pas sa retraite, ça peut être catastrophique. Et malheureusement, les pays, non seulement individuellement, on n'en profite pas, mais le pays d'origine pourrait ne pas en profiter parce qu'il n'y a eu aucun investissement visible. Heureusement, je pense beaucoup ont fait le constat, on constate que cette notion quand même se prépare mieux et elle est mieux encadrée et c'est déjà une bonne chose. Malheureusement, on a constaté beaucoup de cas d'arnaque de joueurs qui essaient d'investir dans notre pays. C'est très dommage, mais au moins c'est très louable qu'on voit tous ces jeunes maintenant penser au retour et à la fin de leur carrière. Les deux derniers représentants africains sur les pelouses du Qatar hier 24 novembre. Dans le groupe G, les Lions indomptables du Cameroun étaient face à la sélection suisse. Les hommes de Rigobert Song, qui sont passés à côté de leur proie, ont plié les chines sur un score de leur frère Brel Ambalo. Le natif de Yaoundé a inscrit le seul but de la rencontre à la 48e minute. Plus tard dans la soirée et pour le compte du groupe H, le Ghana avait sur son chemin le Portugal de Cristiano Ronaldo. Le match s'est soldé sur le score de 3 buts à 2. Le résumé, c'est avec Madi Zongo et Maxime Ilboudou. Les deux derniers représentants du continent africain dans cette Coupe du Monde étaient sur les pelouses le 24 novembre. Au stade Al-Janoub, les Lions indomptables du Cameroun étaient face à la sélection suisse dans le groupe G. Brel Mbolo, joueur suisse-camerounais, réagit avant le match. Je crois que son pays natal, ça rend un peu la chose spéciale, mais comme je dis, la pression, elle a déjà assez avec la Coupe du Monde, les résultats, les médias, les spectateurs. Donc je ne crois pas que le Cameroun est spécial, ça va monter la pression. Né à Yaoundé, Mbolo est l'auteur de l'unique but de la partie à la 48e minute. Même s'il est fier d'avoir libéré sa sélection, il a refusé de fêter le but. Moi, beaucoup de fierté, de soulagement, parce que c'est un match de Coupe du Monde avant tout. Mais après, on a manqué une très bonne première mi-temps. Les premiers 30-35 minutes, on était bien dans le jeu. Après, on a un peu fait 2-3-0 bêtes. Après, chapeau à l'équipe, ce qu'on a parlé à la mi-temps, surtout avec les attaquants et les ailiers, d'attaquer cet espace, parce qu'en première mi-temps, il y a eu 2-3 ballons qui sont quand même arrivés au 16, où il manquait exactement cette présence, ce qu'on a changé en deuxième mi-temps. Après, comme je l'avais dit, c'était un match spécial pour moi et pour ma famille, et extrêmement heureux de pouvoir finir le match comme ça. Mbolo veut rester dans le cadre du sport et refuse de s'excuser. Non, je trouve que c'est le sport. On a mis ça de côté. Comme j'ai dit, je suis très heureux comment ça s'est passé. Le plus important, c'était la victoire. Plus tard dans la soirée, les Black Stars du Ghana étaient face au Portugal sur la pelouse du Stadium 974 dans le groupe H. Dans le bras de fer entre Cristiano Ronaldo et André Ayew, le match bascule après l'heure de jeu sur un penalty qui ne semble pas justifié pour le capitaine ghanéen. Je pense qu'on était bien solide en bloc. Malgré qu'ils avaient la possession, ils n'avaient pas vraiment d'occasion de but. Après, c'est vrai qu'avec ce penalty,
ça change la donne du match. À ce niveau-là, je pense que des pénaltys comme ça, avec tout ce qui existe, la VAR, etc., c'est dur. CR7 ne se fait pas prier pour ouvrir le score. André Ayou égalise à la 73e minute, mais João Félix redonne l'avantage au Portugal à la 78e minute. Raphaël Leao tue le suspense à 10 minutes de la fin. Le but Ousmane Boukari à la 89e minute ne changera rien au résultat. André Ayou trouve des excuses et pense au prochain match. C'est le premier match, beaucoup de joueurs, c'est la première coupe du Monde. Alors on est en train de grandir, progresser, jouer contre une équipe comme ça et faire ce qu'on a fait, surtout en deuxième période, mettre la pression. Quand on met la pression et on attaque et on y croit, on peut aussi marquer des buts parce qu'on a des joueurs de qualité. Les buts gagnés sont les premiers des représentants africains dans cette 22e Coupe du Monde. Voilà, c'est avec ce reportage de Madi Zongo et Abdou Aziz Saré que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis et à demain pour un nouveau journal. Excellente suite de programme sur la chaîne Au cœur de nos défis.